Le vendredi 21 février 2020, le 911 reçoit un appel. Des randonneurs ont retrouvé un corps. Très rapidement, les enquêteurs l'identifient. Il s'agit de Sacha Croze, 27 ans, qui avait disparu un mois plus tôt. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle histoire. Sacha Croze est née en avril 1992 à Temple, au Texas. Elle a grandi avec ses parents Robert et Laura et ses 6 frères et sœurs. C'est l'aîné de la fratrie. À l'âge de 11 ans, sa famille rejoint l'église ménonite. Alors la communauté ménonite, c'est un mouvement anabaptiste protestant. Ils tirent leur nom de Menno Simons, qui est un prêtre hollandais du XVIe siècle. Et un siècle plus tard, le mouvement s'est scindé en deux, entre les ménonites plus libéraux et les amish plus conservateurs. En 2018, les États-Unis comptaient 70 000 fidèles ménonites. Sacha Croze était enseignante, elle parlait 3 langues, anglais, français, espagnol, elle adorait écrire des chansons et des hymnes. Oh, elle avait la joie de vivre. En 2018, elle quitte la communauté ménonite de Grandview au Texas pour rejoindre celle de Farmington au Nouveau-Mexique. Elle commence à travailler pour une société qui s'appelle Lamp and Light Publisher. C'est une société qui distribue des exemplaires de la Bible en plusieurs langues. 3 semaines avant la disparition, elle était chez ses parents et pendant qu'elle était chez ses parents, ils ont pris une photo tous ensemble alors qu'ils n'avaient pas trop l'habitude de prendre des photos. D'un autre côté, les Croze sont contents d'avoir pris cette photo puisque ensuite elle a disparu et au moins c'est le dernier souvenir qu'ils ont d'elle et ils l'ont sous format papier. Ce qui est assez étrange, c'est que son père Robert Croze a déclaré qu'il avait eu le sentiment qu'ils n'allaient pas se revoir. C'est donc la raison pour laquelle ils se sont tous rassemblés devant un meuble qui contenait de la vaisselle et ils ont pris des photos sérieuses et puis d'autres un petit peu plus rigolotes. Quand elle est partie de chez ses parents, Sacha a percuté une camionnette en sortant, en reculant, ce qui fait qu'elle a perdu son rétroviseur. C'était le rétroviseur côté passager. Comme elle entamait un voyage de 14 heures pour rentrer à Farmington, ses parents se sont un peu inquiétés de se dire que déjà de 1, elle allait rouler de nuit et qu'en plus de ça, elle avait un rétroviseur en moins. Quand ils ont appris qu'elle était rentrée saine et sauve chez elle, ils étaient soulagés sans vraiment penser qu'elle allait disparaître quelque temps après. Et ce, définitivement. Le samedi 18 janvier 2020, Sacha se rend en ville, elle fait un petit peu de shopping et ensuite elle se rend chez des amis ménonites pour dîner. Vers 19h30, elle leur dit qu'il faut qu'elle aille à l'église. En effet, il faut qu'elle récupère des livres parce que le lendemain, elle a un service et elle a besoin de ces livres. D'ailleurs, quand elle est partie de chez elle, elle n'a même pas pris son sac et sa veste puisque l'église était juste à côté. On parle vraiment d'une toute petite ville. Je ne sais même pas si on peut utiliser le terme de ville du coup. Elle ne reviendra jamais chez elle et elle est portée disparue. Le shérif du Nouveau-Mexique est prévenu. La police se rend donc à l'église. Il fouille l'église. Il n'y a rien à l'intérieur, rien d'anormal. La seule chose qu'il remarque, c'est qu'il y a sa voiture qui est devant l'église. Et ce qui est un peu étrange, c'est que les clés du véhicule ne sont pas sur le contact, mais elles sont entre le siège passager et la portière. Comme si quelqu'un les avait fait tomber ici. Ils se rendent également à Lake House, c'est vraiment le quartier où elle vivait. Ils font un petit peu un tour. Bon, là non plus, rien d'anormal. Il remarque effectivement que son sac à main est posé sur le lit. Il constate donc qu'elle n'avait pas prévu de partir très longtemps. Son sac contenait encore son portefeuille avec des cartes de crédit et du liquide à l'intérieur. La police localise son téléphone et il se rend compte que son téléphone a émis pour la dernière fois au niveau des 4 coins. Alors les 4 coins, c'est l'endroit où se rencontrent le Colorado, l'Utah, le Nouveau-Mexique et l'Arizona. Après ça, son téléphone a été éteint. Donc on ne sait pas ce qu'il s'est passé. La police ramène des chiens renifleurs, ils prennent un hélicoptère, ils essayent un petit peu de baliser toute la zone. Rien. Ils promettent même 50 000 $ en échange de toute information qui permettrait de faire avancer l'enquête. Les membres de sa communauté sont persuadés depuis le début de l'affaire, depuis le début de sa disparition, qu'il s'agit d'un enlèvement. C'est Samuel Kuhn, un membre de la communauté, qui a déclaré au Daily Beast: depuis le début, nous avons été convaincus qu'elle avait été kidnappée. Parce que nous sommes tous très proches. Nous connaissons les nôtres et nous connaissions son intégrité.
Certains témoins interrogés par la police ont dit qu'ils avaient vu un véhicule blanc près de l'église. La seule chose dont les policiers sont sûrs, c'est qu'elle portait une robe grise. Le 21 février 2020, à 300 miles de là, c'est un appel qui provient de la clairière de la région de Flagstaff en Arizona qui permet de retrouver le corps de Sasha Croze. Sasha Croze a été retrouvée près d'un parc national du volcan Sunset Crater. Ce sont des randonneurs qui l'ont retrouvée allongée contre le sol et les mains liées avec du ruban adhésif. Elle avait les cheveux attachés et portait une longue robe grise. Dans un premier temps, les policiers remarquent qu'il n'y a aucune trace qui montre que Sasha Croze aurait résisté, comme si elle avait accepté ce qui allait se passer. Aucune trace de pas non plus autour de son corps. Sasha Croze est morte depuis un certain temps. Elle présente une fracture au niveau de la tête et il y a une balle qui lui a été tirée à l'arrière de la tête. Le shérif en charge de l'affaire a déclaré « Notre enquête est désormais criminelle. Nous essayons d'identifier et d'appréhender l'individu responsable de l'enlèvement et du meurtre de Sasha. C'est très mystérieux pour l'instant. Lorsque nous aurons les résultats de l'autopsie, nous pourrons réellement avancer. » La police a été très intelligente. Ils se sont rendus compte en effet que son téléphone émettait au niveau des 4 coins. Ils se disent que forcément, il émettait notamment à Farmington. Et peut-être aussi au niveau du parc national. Du moins, si ce n'est pas son téléphone qui a émis au niveau de ce parc, c'est certainement le téléphone de son kidnappeur et de son tueur. Ce qu'ils font, c'est qu'ils demandent au tour de téléphonie les numéros de téléphone qui ont émis à ces endroits-là. Ils font des liens. Ils se rendent compte qu'il n'y a qu'un seul numéro qui a émis à ces 3 endroits-là dans l'ordre au moment de l'enlèvement et du meurtre de Sasha Croze. Il s'agit de Mark Gooch, un mécanicien de l'Air Force qui est âgé de 21 ans et qui est basé à la base aérienne de Luke à Phoenix. C'est à peu près à une centaine de kilomètres de Farmington et c'est situé à 3 heures environ au sud du parc. Gooch a grandi en travaillant dans la ferme laitière de sa famille. Il a arrêté l'école en 8e année. Lui aussi a été élevé dans une communauté ménonite, mais une communauté différente puisqu'il s'agissait de celle de Dundun. Enfin, c'est surtout sa famille qui était dans cette communauté-là puisque Gooch, lui, il n'aimait pas trop ça. Et dès qu'il a pu partir, il est parti de cette communauté pour rejoindre l'armée. Son père, Jim Gooch, a déclaré que son fils avait abandonné la foi ménonite et s'était engagé dans l'armée parce qu'il lui manquait un cœur converti. Plus jeune, Gooch était un fauteur de troubles. Il aimait commettre des petits cambriolages, des vols, faire du vandalisme. Il avait aussi une grosse haine envers la religion. Voilà pour ce qu'on sait un petit peu de sa jeunesse. Quand la police se rend compte que c'est le seul numéro qui a émis à ces 3 endroits, ils se rendent à la base aérienne de Luke pour l'interroger. Il dit qu'effectivement, il est revenu à la base militaire en voiture depuis le Wisconsin. Donc c'est peut-être pour ça que son téléphone a émis à ces différents endroits. La police lui pose plein de questions. Est-ce qu'il connaît Sasha Croze ? Pourquoi il était dans l'église? Combien de temps il est resté dans cette zone? Est-ce qu'il a vu quelque chose? Est-ce qu'il a vu Sasha? Qu'est-ce qu'il pense de ce qu'il s'est passé? Et enfin, est-ce qu'il a tué Sasha Croze? Ou alors, est-ce qu'il connaît quelqu'un qui a fait ça? Au début, lui, il nie tout. Il dit « non, je sais pas qui c'est, je l'ai pas tué, je sais pas de quoi vous parlez. » Et au final, en avril 2020, il est arrêté. En fin de compte, les policiers lui ont posé des questions dont ils avaient déjà la réponse. Donc ils savaient très bien que même s'il niait, il mentait. Puisqu'avec toutes les preuves qu'ils avaient regroupées, ça ne pouvait être que lui le coupable. Gooch est finalement accusé de l'enlèvement et du meurtre de Sasha Croze. Le jour où elle a été enlevée, on le voit quitter la base aérienne de Luke, puis 7 heures plus tard, son téléphone bip à nouveau à côté d'où se trouvait Sasha. En fait, on se rend très vite compte qu'il l'observait. Ensuite, vers 21h, son téléphone émet au niveau des 4 coins. Et à 1h du matin, il émet dans le parc du volcan. Le lendemain matin, il retourne tranquillement à la base et 2 jours plus tard, son téléphone émet de nouveau dans le parc du volcan, ce qui prouve qu'il est retourné sur les lieux où il a jeté le corps de Sasha. Est-ce qu'il a fait ça pour vérifier qu'il était encore là? Est-ce qu'il a fait ça pour récupérer quelque chose sur son corps, une sorte de trophée? On ne saura pas. Dans sa voiture, les policiers retrouvent plusieurs choses. Ils retrouvent des gants, des jumelles, un reçu détaillant 200 $ de car wash du 23 février. Je vais vous dire pourquoi je vous parle de ce reçu. Tout simplement, puisque Sasha Croze a été retrouvée le 21 février, tout ça a été annoncé le 21-22 février, et le lendemain, il a su qu'elle avait été retrouvée. Donc il a été laver sa voiture pour essayer d'enlever un maximum de preuves. Les quelques achats qu'il a effectués avec sa carte bleue suffisaient également à le relier à Farmington. Par contre, il n'arrive pas à le relier à Sasha Croze.
que ce soit un lien passé ou présent. La seule chose qui les relie, c'est la religion, puisque Sacha Krause était dans la communauté ménonite et que Gush avait grandi dans la communauté ménonite. Mais là encore, il s'agissait de deux communautés différentes. La seule chose qu'il dit aux policiers, c'est qu'il est venu à Farmington pour rechercher la communauté ménonite dont il se rappelait lorsqu'il était enfant. Ce qui est hyper étrange, puisque dans son enfance, on parle de la communauté Dundun, mais pas de celle de Farmington. Les policiers ont aussi retrouvé des SMS qu'il échangeait avec ses frères, et là, on se rend compte qu'il y a une vraie haine envers la communauté ménonite. En effet, un de ses frères, Jacob, qui est policier en Virginie, lui envoie un message pour lui dire qu'il a donné une contravention à un ménonite. Il explique aussi que lorsqu'il l'a arrêté, il lui a toussé dessus. Il espère vraiment qu'il lui a redonné le coronavirus. Super. Et que du coup, ça va peut-être gâcher son mariage. Marc avoue notamment qu'il observe la communauté ménonite depuis un certain temps. Et la façon dont il a battu Sacha avec une extrême violence témoigne qu'effectivement, il avait une réelle haine envers cette communauté. Après son arrestation, la police reçoit un appel d'un homme disant être un ami de Gush et disant aussi que il a un fusil chez lui et que peut-être ça intéresserait les policiers. Bingo, ça match avec la balle qu'ils ont retrouvée, ce fusil est bel et bien l'arme du crime. Ce qui a été confirmé par le fait que lorsqu'il était en prison, Gush a appelé son frère pour lui dire « Écoute, j'ai donné le fusil à un de mes amis, il faut que tu ailles chez lui et il faut que tu détruises ce fusil puisque c'est l'arme du crime. » Le frère se rend chez cet ami en question. Quand il arrive, il est arrêté puisqu'il y a les policiers. Il est arrêté pour avoir voulu détruire une preuve. Il s'en sort en témoignant contre son frère. En septembre 2021, Gush plaide non coupable. Et son avocat dit que, ok, il est resté 4 heures à l'église, mais rien ne prouve qu'il a fait quelque chose. On ne sait pas ce qui s'est passé pendant ces 4 heures. D'autant plus qu'il n'y a aucune preuve qu'il connaissait Sacha. Donc pourquoi ce serait forcément lui ? Peut-être parce que son téléphone a bipé à tous les endroits et qu'on sait qu'elle était dans sa voiture, puisqu'un témoin a vu sa voiture. Je sais pas, enfin c'est une supposition. Ils disent aussi que les balles ne correspondent pas et que le motif du meurtre, il est un peu léger. Une haine envers une communauté ménonite et il aurait tué quelqu'un comme ça au hasard ? Oui. La police a toutes les preuves qui l'accusent. Son téléphone qui émet aux endroits, sa voiture qui a été vue par un témoin, le fait que les balles matchent avec son fusil. Je pense que là, il est un peu indéfendable. La défense continue en disant que la seule chose dont on est sûr est que la mort de Sacha Krause est tragique. Mais qu'il serait d'autant plus tragique d'accuser la mauvaise personne. Les procureurs, de leur côté, ont soutenu que Gush était motivé par un mépris pour la foi ménonite avec laquelle il a grandi dans le Wisconsin, comme en témoignent les échanges de SMS qu'il a eus avec ses frères. Un porte-parole de la Luke Air Force Base a déclaré que la procédure de libération de Gush commencerait après sa condamnation dans l'affaire de l'Arizona. Les parents de Sacha n'ont pas voulu assister à l'audience de la détermination de la peine. Ils ont écrit à la juge Kathleen Brown Nichols de la Cour supérieure du comté de Coconino pour lui dire que la victime était une bonne sœur, consciencieuse, désireuse de lire dès son plus jeune âge et déterminée. En grandissant, Sacha était plus que notre fille. Elle était notre amie. Je ne lui ai pas seulement appris, elle m'a appris et je lui en suis très reconnaissant. Cette partie de la lettre a été lue pendant le procès au tribunal. Et ce n'est pas tout, puisqu'ils ont partagé des photos de Sacha qui lisait des choses aux enfants, qui était avec sa famille lors d'une sortie enneigée dans le Colorado, pour que le juge puisse la considérer comme une victime. Ses parents ont déclaré qu'ils ne comprendraient jamais pourquoi leur fille avait été enlevée et assassinée, mais que cela faisait certainement partie du plan de Dieu. Pendant le procès, Gush n'exprime aucune émotion. Avant sa condamnation, il a laissé un message à la famille. Tout d'abord, je voudrais exprimer mes sincères condoléances à la famille et aussi, je voudrais exprimer ma gratitude pour l'amour et le soutien de ma propre famille dans cette situation difficile. Avant l'audience de détermination de peine, la communauté ménonite de Farmington a écrit une lettre à Gush. On ne sait pas s'il a eu l'occasion de la lire. Ils ont décrit son crime comme étant odieux et ils lui ont dit qu'ils pensent qu'il a des remords, donc ils l'invitent à se repentir. Les avocats de Gush ont insisté qu'avant le meurtre de Sacha Krause, Gush n'avait pas de casier judiciaire et il n'avait pas de problème de comportement. Ceci dit, ça ne va pas changer le verdict. Gush est reconnu coupable de toutes les charges contre lui, mais il n'avoue pas. Ce qui est horrible, c'est que personne ne comprend et ne comprendra jamais ce qu'il s'est passé. Et je pense que c'est le pire pour la famille, de ne pas savoir pourquoi il a fait ça. Gush écope de la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, plus 5 ans pour kidnapping. On sait seulement que la motivation de ce meurtre était la haine
qu'il avait envers la religion, la communauté ménonite. Mais c'est tout. On ne sait pas s'il y a autre chose. Peut-être qu'il y a eu un traumatisme plus fort dans l'enfance qui l'a amené à passer à l'action, ou alors peut-être qu'il s'est passé quelque chose lorsqu'il était sur la base aérienne, la base militaire. Mais ça, on n'en sait rien, puisque personne n'a rien dit là-dessus. Voilà, c'est la fin de cette triste affaire qui me laisse un peu amère puisque je ne connais pas les réelles motivations de ce tueur. Et je trouve que ça manque un petit peu. Comme d'habitude, je vous attends dans les commentaires et je vous dis à très vite pour de nouvelles histoires.